Si vous appréciez les histoires émouvantes comme celle-ci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Commençons donc l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Ava Moore et, pendant des années, j'ai porté un secret qui me pesait comme une pierre sur la poitrine. Si vous vous êtes déjà senti complètement invisible, entouré de personnes qui devraient vous aimer, vous comprendrez peut-être pourquoi je vous raconte cela maintenant. Tout a commencé par une fraîche matinée d'automne, dans notre maison familiale de Greenwich, dans le Connecticut. Un endroit qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison, avec ses sols en marbre poli et ses murs tapissés de portraits d'ancêtres ayant bâti des fortunes dans la banque d'investissement. J'avais 22 ans, je venais d'obtenir mon diplôme d'ingénieur et je me tenais dans ce vaste salon, une simple valise à mes pieds. Mon père me dominait, le visage crispé par ce mélange familier de déception et de mépris. « Tiens, voilà 100 $, dit-il d'une voix sèche en me lançant les billets. Il jonchait le sol comme des confettis, frais et nets, comme s'il avait orchestré ce moment pour un effet maximal. Voilà tout ce que vaut une déception comme toi. Je me suis baissé lentement, les ramassant un à un, les mains fermes malgré la douleur qui me gagnait. Le nom Moore avait toujours été synonyme de réussite. Vieille fortune, conseil d'administration, héritage transmis de génération en génération. Pendant des générations, notre famille avait dominé la finance. Chaque enfant était préparé à intégrer les cercles feutrés de partenaires financiers plus prestigieux. Mais j'avais fait un autre choix. L'ingénierie. Il avait ricané quand je lui avais annoncé ma spécialisation à l'université. Les ingénieurs ne sont que des bricoleurs. Fini de gaspiller leur vie sur des machines. Vous connaissez peut-être cette douleur sourde quand quelqu'un qui devrait croire en vous rejette vos rêves comme des chimères. Je voyais l'avenir dans la technologie, dans les énergies renouvelables capables de transformer le monde, et non pas simplement de brasser de l'argent. Pendant qu'il comptait des dividendes dans des bureaux étouffants, j'imaginais construire quelque chose de concret. Des innovations nées en laboratoire, pas dans des livres comptables. Mais pour lui, c'était une trahison. Ma mère s'attardait près du grand escalier, un verre de vin à la main, alors qu'il était à peine midi. Ses diamants captaient la lumière, chacun plus gros que le précédent, comme s'il pouvait combler le vide que j'avais entrevu dans ses yeux en grandissant. À l'époque, petite fille, je l'observais lors des dîners, souriant parfaitement tandis que mon père régnait en maître. Plus tard, elle m'avait murmuré, « Fais comme si de rien n'était, ma chérie. C'est plus simple ainsi. » À présent, elle répéta doucement ces paroles. « Ava, il est encore temps de changer d'avis. Entre dans le cabinet. Ton père peut arranger les choses. » Je la regardai. Je la vis vraiment. Son regard se détourna du mien. « Non, maman. J'en ai assez de faire semblant. » Son visage s'empourpra de ce rouge profond que j'avais appris à redouter enfant. La couleur des portes qui claquent et des voix qui s'élèvent. « Alors pars. Tu n'es plus une Moore. Le fonds de placement, les relations, tout est fini. Jette tout par-dessus bord pour ton petit fantasme. » J'ai glissé les billets dans ma poche, sentant leur poids comme une promesse. « Garde tout. Je me débrouillerai. » Il a ri, le son résonnant sous les hauts plafonds, froid et vibrant. « Toi, sans notre nom, tu n'es rien. » Ces mots se sont logés en moi comme des éclats, mais j'ai croisé son regard avec un calme que je ne ressentais pas pleinement. « On verra. » Je suis sortie, les grilles de fer se refermant derrière moi comme un jugement dernier. Debout dans cette rue tranquille de banlieue, les feuilles bruissaient sous mes pas. J'ai réalisé que je n'avais pas de voiture. Elle était à son nom. Pas d'appartement. Ma famille avait payé ma première année d'études. Juste 100 $, ma valise. Et ce diplôme qu'il jugeait sans valeur. Mais j'avais une vision qu'il ne pouvait pas atteindre. Un moyen de stocker efficacement l'énergie renouvelable. Quelque chose qui pourrait faire basculer le monde des énergies fossiles vers une énergie durable. Une idée que j'avais griffonnée dans des carnets tard dans la nuit, ignorant leurs doutes. Je suis allé à l'arrêt de bus le plus proche, j'ai acheté un billet pour l'Ouest à 40 $ et j'ai dépensé 10 $ pour un repas simple dans un café routier, un hamburger au goût mêlé de liberté et de peur. Assis là, à regarder les camions passer, j'ai sorti un carnet et j'ai écrit 3 vœux silencieux. Je ne m'appuierai jamais sur le nom de Moore. Je construirai quelque chose d'important. Et quand j'y parviendrai, ce serait à moi seul. Avec 50 $ en plus, j'ai pris le bus pour la Silicon Valley, l'endroit où les idées comme la mienne pouvaient s'épanouir.
Tandis que la côte et familière s'éloignait dans le rétroviseur, j'ai ressenti les premiers frémissements de quelque chose de nouveau. Non pas de colère, mais de détermination. J'avais passé des années à essayer de me conformer à leurs attentes, à étouffer ma voix pour correspondre à leurs espoirs. Il était temps maintenant de révéler tout mon potentiel. J'étais loin de me douter que 100 $ allait déclencher un voyage qui allait transformer non seulement ma vie, mais toute une industrie. Mais d'abord, il me fallait survivre avec pour seuls atouts ma ténacité et un rêve qui refusait de s'éteindre. La Silicon Valley m'a submergé comme une vague à laquelle je n'étais pas préparé. L'ambition me débordait, mais c'était dur pour ceux qui partaient de zéro. Ma première nuit, je me suis blotti sur un banc dans un parc de Palo Alto. Mon sac d'ordinateur portable sous la tête, ma veste serrée contre le froid. L'aube est arrivée trop vite, la rosée s'infiltrant partout, et j'ai dépensé une partie de mes économies restantes pour un café et un bagel dans un petit café indépendant du coin. Murs de briques apparentes, bourdonnement d'ordinateurs portables, un havre de paix pour les rêveurs comme moi. Mais alors que je savourais ma tasse, profitant du Wi-Fi, la barista m'a remarqué. « Vous êtes nouvelle ici », a-t-elle dit en essuyant le comptoir. Elle s'appelait Sophie, avec un regard bienveillant qui en voyait plus que la plupart. Au lieu de me mettre à la porte, elle a désigné du menton leur machine à expresso capricieuse. « Réparez-la et vous pourrez dormir à l'arrière après la fermeture. » Je l'ai réparée en quelques minutes, en faisant quelques modifications de câblage pour mes cours d'ingénierie, et la propriétaire m'a proposé des petits boulots. Maintenance, réparation, tout ce qui était cassé. Ce n'était pas grand-chose, mais cela signifiait un revenu et un coin pour dormir parmi les sacs de café. Les journées se sont enchaînées, entre réparation de machines et lavage des sols. Les nuits, je peaufinais mes plans sur ces croquis empruntés au Wi-Fi, une structure moléculaire capable de stocker l'énergie sans gaspillage. Les batteries traditionnelles perdaient tellement d'énergie lors du transfert. Mon idée visait une efficacité quasi parfaite, une révolution pour le solaire et l'éolien. Sophie s'attardait parfois, apportant des scones. « Alors, tu réinventes les batteries ?» demanda-t-elle en scrutant mes schémas. « Pas exactement », répondais-je en suivant les lignes du doigt. « Il s'agit de conserver l'énergie comme elle est censée l'être, sans perte. » « Mais c'est censé être impossible. » Elle souriait. « Impossible signifie simplement que personne n'a encore trouvé la solution. Si vous avez déjà construit quelque chose avec des bouts de ficelle, en assemblant des pièces d'espoir au milieu de l'épuisement, vous connaissez cette persévérance silencieuse. Des mois de labeur acharné m'ont permis d'économiser assez pour une chambre dans une maison surpeuplée avec d'autres aspirants ingénieurs, avec un plancher qui grinçait et une cuisine commune qui sentait les ramen. Je travaillais aussi en freelance, en tant que consultant en ingénierie pour des startups. C'est ainsi que j'ai rencontré Marcus Hay après avoir résolu un problème d'alimentation pour son équipe. « Votre solution était géniale », dit-il en se penchant en arrière dans son bureau encombré. « Qu'est-ce que vous préparez d'autre ?» J'hésitai, puis lui présentai mes plans. Il les étudia en silence. « Alors, ça pourrait tout arranger, mais il vous faudra un soutien. » Il me mit en contact avec le docteur Elena Voss, dans un laboratoire universitaire voisin. Experte en sciences des matériaux, dotée d'un esprit vif. Elle me questionna pendant des heures dans cette pièce stérile. Des néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Ambitieux, finit-elle par dire en remontant ses lunettes. À la limite de l'improbable. Mais si ça tient, je peux vous obtenir du temps de laboratoire à Berkeley. Le ferai-je? Absolument. Pendant les jours qui suivirent, ma vie fut un cycle infernal. Des shifts au café à l'aube, du travail en freelance à midi, des soirées au labo, des plans à n'en plus finir. Je vivais de café bon marché et d'une volonté de faire, le doute s'insinuant dans les moments de calme. La voix de mon père résonnait encore, « Tu n'es rien ». Mais je résistais, me concentrant sur les écrans, sur les tests qui échouaient sans cesse. Sophie est devenue mon point d'ancrage, m'écoutant me confier sur mes échecs. « Souviens-toi pourquoi tu as commencé », me disait-elle, la main sur mon épaule. Un petit geste qui me rassurait. Chez moi, je me sentais invisible. Ici, quelqu'un me voyait et Marcus prenait de mes nouvelles, me prodiguant des conseils sans rien attendre en retour. Le conflit s'est installé lentement, non pas par des affrontements dramatiques, mais par une érosion progressive de mon énergie, des nuits blanches à me demander si j'avais sacrifié ma sécurité pour un rêve illusoire. Le silence de ma mère me blessait aussi. Par sa passivité, elle avait permis sa cruauté,
m'apprenant très tôt que l'amour avait ses conditions. Pourtant, chaque petite victoire, un contrat en freelance pour payer mon loyer, un examen médical qui approchait, me rappelait que ce déséquilibre n'était pas une fatalité. C'était un choix, celui de reconstruire. Il y avait des nuits où tout ce poids m'écrasait, rendant chaque respiration difficile. Dans cette maison partagée, entourée des doux ronflements de mes colocataires qui poursuivaient leurs propres rêves, je fixais le plafond, remettant tout en question. Avais-je été folle de partir? Les mots de mon père résonnaient en boucle. Sans notre nom, tu n'es rien. Et dans le silence, je me demandais s'il avait raison. Si vous avez déjà passé des nuits blanches à douter de votre propre voix après des années passées à la faire taire, vous comprendrez peut-être cela. Le lent délitement de la confiance en soi. Les heures passées au laboratoire de Berkeley étaient devenues mon refuge et mon supplice. Des heures sous ces lumières crues, à tester des modifications moléculaires, à voir les échecs s'accumuler. Une configuration après l'autre, les données s'effondraient, ridiculisant mes théories. Le docteur Voss passait en revue les résultats. Ses commentaires étaient précis, mais l'efficacité chutait. Pourquoi? J'expliquais, je défendais, j'affinais chaque session, me débarrassant de mes illusions, me forçant à affronter mes limites. L'épuisement brouillait les jours. J'oubliais de manger, les mains tremblantes à cause de la caféine. Sophie remarquait que j'apportais parfois mon repas au laboratoire. « Tu en fais trop », me disait-elle doucement. « À quoi bon changer le monde si tu craques avant ?» Ces mots résonnaient encore, reflétant mon conflit intérieur. De retour à Greenwich, j'avais appris à dissimuler ma vulnérabilité. La force, pour moi, c'était le silence. L'endurance sans se plaindre. Mais ici, seule avec mes croquis, j'ai laissé les doutes remonter à la surface. Et si cette idée, née de mes notes griffonnées en secret à la fac, n'était qu'une illusion? Ma mère m'avait donné le même exemple. Un sourire forcé malgré le vide, des diamants pour armure. J'avais juré de ne pas lui ressembler. Pourtant, la peur de l'échec faisait écho à ses avertissements. Laisse-toi porter. Un soir, après un énième test raté, je me suis retrouvée assise dans un coin désert du labo, la tête entre les mains. L'écran s'illuminait de flèches rouges, une accusation silencieuse. Pourquoi continuer à lutter quand le monde qu'ils avaient bâti semblait indestructible? Mais soudain, un petit changement, une reconfiguration que j'avais négligée. J'ai relancé le test, retenant mon souffle tandis que les chiffres grimpaient. Pas parfait, mais mieux. Cette étincelle a rallumé quelque chose, transformant le doute en carburant. Marcus m'a aussi beaucoup aidé, en me préparant aux présentations. Les investisseurs voient les risques, disait-il. Montre-leur ta vision. On s'entraînait dans des cafés. Il me bombardait de questions jusqu'à ce que mes réponses me viennent naturellement. Pourtant, intérieurement, le conflit s'intensifiait. Réussir signifiait leur prouver qu'ils avaient tort. Mais si cela ne guérissait pas la blessure? La trahison n'était pas seulement ces $100. C'était des années de sentiment d'être conditionnée. Une fille valorisée seulement si elle se conformait. Les mois s'étiraient, l'introspection se mêlant à la routine. Je marchais dans les rues de Palo Alto au crépuscule, le brouillard se levant, réfléchissant à des fragments. Des dîners de famille où mes idées étaient balayées d'un revers de main. Le regard fuyant de ma mère lorsque les tensions montaient. La douleur s'est muée en lucidité. Non pas en rage, mais en compréhension. Leur monde se rétrécissait, le mien s'étendait. Si jamais le silence a été plus éloquent que les mots dans votre vie, vous connaissez ce tournant. L'instant où le doute s'apaise, remplacé par une résolution tranquille. C'est arrivé un matin d'insomnie au laboratoire, l'air saturé d'odeurs de circuits et de café. J'avais peaufiné la structure pendant des semaines. Les doigts engourdis par la frappe. Le test s'est lancé et j'ai regardé l'écran, le souffle coupé. Les résultats ont clignoté. 98,7% d'efficacité. J'ai vérifié une nouvelle fois, le cœur battant la chamade. Ça tenait. Le docteur Voss l'a confirmé plus tard dans la matinée, d'une voix assurée. Ce n'est pas une progression graduelle. C'est un changement radical. La nouvelle s'est répandue. Marcus a organisé des réunions avec des investisseurs. Sophie m'a entraîné à présenter le projet jusqu'à ce que je puisse le faire avec assurance. La première entreprise a refusé. Innovant,
mais non éprouvée. La troisième était différente. Dans une salle de conférence élégante surplombant la vallée, l'associé principal s'est penché vers moi. Pourquoi miser sur vous et une inconnue? J'ai croisé son regard. Parce que j'ai transformé l'impossible en réalité. Donnez-moi une chance de recommencer. Ils ont investi des millions pour une participation dans Aurora Renewable. Le nom que j'avais choisi, comme une aube paisible. Nous avons constitué une équipe, construit une usine, surmonté des obstacles qui ont tout mis à l'épreuve. Des échecs qui m'ont fait remettre en question une nouvelle approche. Mais 2 ans plus tard, notre prototype a été déployé à grande échelle. Un rendement de 99,1%, transformant les énergies renouvelables d'un marché de niche en un marché dominant. L'entreprise a connu une croissance fulgurante, entrant en bourse dans un climat d'enthousiasme. Ma participation a dépassé les 100 millions de dollars. Sophie, désormais à la tête des opérations, m'a aidé à choisir mon premier vrai tailleur, une pièce sur mesure qui me seyait comme une armure. On y retourne, m'a-t-elle demandé doucement. J'ai acquiescé. Il est temps. Des années s'étaient écoulées sans contact. Par le bouche à oreille et dans les milieux d'affaires, je savais que la finance était en difficulté, dépassée dans un monde dominé par la technologie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ma filiale, Vanguard Horizon Group, avait discrètement acquis leurs actions, se préparant à une prise de contrôle. Non pas une destruction, mais un changement. J'ai pris l'avion pour l'Est et suis arrivé à leur siège social, un vestige de calcaire dans le Connecticut. Les lettres dorées étaient intactes. Sous l'identité d'Ava Blake, je suis entré dans la salle de réunion. Bois sombre et vieux, portraits imposants. Mon père est entré en dernier, vieilli, les épaules voûtées par la fatigue. Messieurs, ai-je commencé d'un ton neutre? Je suis ici pour l'offre de rachat de Vanguard Horizon. Il a rétorqué sèchement sans me regarder. On ne vend pas à un petit nouveau. J'ai laissé tomber le masque. Ma voix s'est adoucie. Vous devez vous adapter, sinon c'est la fin. N'est-ce pas, père? Le silence était pesant. La reconnaissance le frappa. Il se sentit décoloré. Ava. C'est Ava Blake maintenant. J'ai vu la compréhension naître. L'entreprise qui révolutionnait l'énergie était mienne. Des dossiers distribués décrivaient notre emprise. Action, dette. Intégration avant-garde. Abandon du nom. Démission. Il balbutia. Tu détruis notre héritage. Non, dis-je fermement. Le tien se meurt de refus d'évoluer. Je t'avais prévenu. Ceci sauve le reste. L'objectif de Job s'est transformé en durabilité. Il s'est battu, mais toutes les voies étaient bloquées. Ils ont signé en quelques heures. Dans cette pièce où il avait jeté les $100, j'ai ressenti le renversement. Non pas le triomphe, mais la libération. La douleur s'est transformée en autonomie, la trahison en limite. La transition s'est déroulée sur des mois, restructurant davantage pour en faire quelque chose de vital. Investir dans les technologies vertes, préserver les rôles tout en se débarrassant de la vieille arrogance. Mon père s'est retiré dans la propriété de Greenwich. Finance assurée, mais fierté blessée. Il m'a tendu la main une fois avec un mot et les billets de $100 originaux. Tu vaux plus que je ne le pensais. Je les ai laissés en pourboire dans ce café de Palo Alto où Sophie et moi partagions désormais un café, sur un pied d'égalité. Ma mère a tenté de renouer le dialogue, mais j'ai gardé mes distances. Certaines blessures guérissent en restant fermées. Debout dans le bureau d'Aurora, les vallées s'étendaient à perte de vue. La paix s'était installée. J'ai construit non pas pour punir, mais pour prouver que ma propre valeur m'appartenait. La colère s'est dissipée, laissant place à la clarté. Leur trahison m'avait libéré. Si cela résonne en vous, ce combat silencieux pour soi-même, cette transformation de l'invisibilité à l'indestructibilité, peut-être avez-vous emprunté un chemin similaire. La force naît souvent des ruines d'un cœur brisé. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.